Relief. Merci Rémi André. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bonjour à tous, merci de nous retrouver dans les vraies voix du vendredi, les vraies voix dissipées, n'est-ce pas Philippe? Bonjour, comment ça va? Mais vous êtes anormalement calme depuis une minute. Mais je vous en prie Stéphanie, ce sont les vraies voix qui sont dissipées, pas moi, je ne suis jamais on est dissipé. assortis aujourd'hui. Ah oui, on est en bleu. Philippe Bilger est en bleu, Virginie Calmès est en bleu, il n'y a que René Chiche qui a voulu faire son original. Moi, je suis un petit homme gris, comme dirait quelqu'un. Vous connaissez? Bon, écoutez, je vois que ça commence dans la bonne humeur. On va faire, on va dire plein de choses aujourd'hui au sommaire. À quelle sauce la France va être mangée? Les agences de notation Moody's et Fitch sur la dette souveraine française sont attendues ce soir. Le contexte, vous le savez, est tendu. En février, le gouvernement avait dû abaisser de 1,4% à 1% la croissance attendue cette année et annoncer qu'il devait trouver en urgence 10 milliards d'économies sur le budget de l'État. Alors parlons vrai, vu l'état des comptes publics, la dégradation est-elle inéluctable? Est-ce qu'on paye finalement 50 ans de laxisme budgétaire? Le dernier budget en équilibre, c'était 74. Si les taux d'intérêt augmentent, craignez-vous une hausse des impôts? Et à cette question, craignez-vous une dégradation de la note de la France? Vous dites oui à 79%. Aude attend vos appels au 0826 300 300, même si vous n'en avez rien à Fitch de la notation par les agences. Il a préparé longue date, oui. Et notre expert du jour, Éric Delannoy, économiste, président fondateur de Tenzing Conseil. Et puis à 18h30, le coup de projecteur, tout doit être fait pour protéger l'Europe. La question est: comment Emmanuel Macron s'est dit prêt à étudier la pertinence d'un bouclier antimissile européen que l'Allemagne, vous le savez, appelle de ses voeux. Mais il plaide surtout pour une réflexion stratégique en Europe qui intègre aussi la dissuasion nucléaire. Alors parlons vrai, est-il souhaitable que la force de dissuasion française devienne européenne? Est-ce que vous croyez en un bouclier antimissile européen? Peut-on faire d'ailleurs une défense européenne sans État européen? Et à cette question, croyez-vous en une défense européenne? Vous dites non à 95%. Vous voulez réagir encore et toujours, le 0826 300 300. Et notre expert du jour, le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, auteur du livre Ce qui nous attend aux éditions Robert Laffont. Et c'est le moment de présenter nos éditorialistes. Les vraies voix Sud Radio. Oh, le petit... franchement, il va me manquer, le petit ukulélé. C'est Philippe Bilger. Comment allez-vous? Je vais bien, surtout quand j'entends ça pour la 5e fois. Et ça donne à mon caractère une touche bucolique qui lui exotique. Correspond totalement. Absolument. René Chiche, directeur des rédactions du groupe Entreprendre La Fond Presse. Comment ça va? Bonsoir Stéphanie, bonsoir Philippe. C'est dommage que Philippe n'ait pas mis son paréo tahitien. Ça aurait été super de voir en paréo tahitien aujourd'hui. Oui, mais vous savez que j'ai un sens du ridicule développé. Non, moi j'ai eu la chance de voir vos pectoraux et vos abdominaux et j'avoue que... Ah oui. On aimerait en savoir plus. Je ne parlerai pas de pectoraux. Vous étiez à la piscine ensemble? Absolument pas. On était en émission délocalisée. Il est venu frapper à la porte de ma chambre pour que je lui prête ma mousse à raser. Et il était simplement torse nu dans le couloir. J'ai dit, si tu te fais paparazzer, bonjour. Voilà. Nous aurions eu Virginie, ça aurait été une bombe. Ça n'était jamais qu'une bombe à raser. Virginie Calmès, présidente fondatrice de Futurae, école des métiers de demain dans les industries créatives. Vous allez bien? Bonjour. Bonsoir Philippe, ravi de vous retrouver avec mes comparses. René, Philippe. Surtout René. Lui, c'est un comparse. Moi, j'accepte le terme compère. Philippe, c'est plié tous les jours, Philippe. Moi, je viens modestement le vendredi apporter mon talent, mon génie, mon humour, ma présence. Et donc voilà. Et ta modestie. On sera dans quelques instants avec un auditeur, Richard. Richard, bonjour. Bonjour Richard. Vous allez nous parler de quoi tout à l'heure? Bonjour à tous. Je vais vous parler d'un petit train à hydrogène qui va coûter la bagatelle de 65 millions à la région Midi-Pyrénées pour faire plus de 100 km. Bon, écoutez, on en parle dans quelques instants. On a hâte de savoir. Et tout de suite, c'est Diane de Perpignan qui nous a laissé un petit message sur le répondeur. Bonjour,
je suis Diane de Perpignan. Je vous téléphone pour Kenji Girac, là, parce que tout le monde en parle. Tout le monde est outré parce que le procureur a parlé de sa vie privée. Moi, c'est pas sa vie privée qui me gêne. J'en ai rien à cirer. Par contre, moi, ce qui me gêne, c'est que tout le monde parle d'eux parce qu'il a voulu se suicider. Mais il a pris de la cocaïne à 5h du matin ou 4h du matin qui était la rentrée, bourré. Il a pris la voiture, il aurait pu faire quoi comme accident? Il aurait pu faire comme palmade, et alors là, ça aurait pas dit le pauvre, ça aurait dit c'est inadmissible. Et là, personne ne dit quoi que ce soit, mais il a pris de la cocaïne quand même. À 5h du matin, bourré, et c'est quotidien. S'il prend une voiture, il peut tuer qui que ce soit en voiture. Je suis outré. Place nette. Oui, le président Place Nette. Où est la Place Nette là? Quel exemple. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et bravo tous les journalistes de ne pas le dire. Merci, au revoir. Diane n'a pas tout à fait tort, parce qu'en réalité, rien que la prise de cocaïne permettait l'établissement d'une procédure pour usage de drogue. Mais franchement, on le fait si rarement à l'égard des personnalités connues que je ne jetterai pas la pierre à ce procureur, d'ailleurs tout à fait sympathique de Mont-de-Marsan. Et très bavard. Mais il a trouvé quelque chose qui a, en quelque sorte, donné de l'intérêt à sa vie. Après, on ne sait pas s'il a conduit. Non, ça, je ne sais pas. René Chiche. Non, par contre, moi, excusez-moi, Philippe, je ne suis pas d'accord. J'ai pas trouvé le procureur très sympathique, moi. Je trouve qu'il a fait une sorte de show à tout dire. Non, mais franchement, il a tout dit sur la vie privée de Kenji Girac. C'était un peu exagéré. Oui, vous allez en parler. Philippe va en parler. Pardon. Il ne faut pas le déflorer. L'émission. Si, mais il n'y a pas marqué votre sujet dans le... Non, parce que vous l'envoyez par SMS. Bah oui. Vous ne l'avez pas transmis. Si, j'ai vu, il est transmis, mais peut-être que René l'a pas vu, ça peut arriver. Il faut le retransmettre 3 fois. Maintenant, on va faire un communiqué. On va faire un communiqué AFP pour tous vos tours de table. Virginie Calmès, vous constatez que... C'est compliqué d'en placer une aujourd'hui. Mais l'émission est quand même sur de bons rails. Voilà, exactement. Et ces rails de coke nous posent quand même un sérieux problème. Et je trouve que cette auditrice a parfaitement raison. Il y a un moment donné, c'est pas parce qu'on est dans le SAR système qu'on peut tout se permettre. Et notamment la consommation de stupéfiants et le fait d'être au volant, si tant est qu'il soit au volant, sous consommation de stupéfiants. Voilà. Donc c'est une... voilà, je trouve que sa remarque est fondée. Il y en a un petit peu ras-le-bol d'avoir l'impression qu'il y a 2 poids et 2 mesures. Il y a des fois des stars qui sortent avec je sais pas combien de taux d'alcoolémie sans avoir pris de la cocaïne, c'est aussi terrible, ça. Ah oui, mais vous connaissez ça, Virginie, quand même. Attendez, dès lors qu'ils prennent pas le volant, s'ils sont complètement ivres chez eux, c'est leur problème, pas le mien. Oui, c'est ça. Non, mais après, c'est la liberté de chacun. Mais dès lors qu'ils prennent pas le volant, on est en train de parler de la voie publique, quand même. C'est ça, mais là, on est d'accord. On reste dans les rails, puisque on va retrouver Richard de Toulouse qui nous parle du premier train hydrogène, c'est ça, Richard, vous nous disiez? Oui, tout à fait. En fait, mon coup de gueule, c'est sur la fréquentation de la voie qui est pas là où on va sûrement l'utiliser au mieux. Mais bon, Carole Delga a fait ses études à Bagatelle, comme moi d'ailleurs, au lycée de Saint-Gaudens. Donc, je comprends qu'elle puisse vouloir redévelopper, redynamiser le Comminges. Mais à part ce jeu de mots, je trouve que c'est une très belle initiative, qu'il y a 4 régions qui vont faire ça. Parce que ça montre que l'électrique, ça passe pas uniquement par des batteries. Et c'est vrai, de l'hydrogène produit, de l'hydrogène vert, donc stockable. Ça veut dire qu'on va pouvoir stocker de l'énergie solaire ou de l'énergie éolienne, et donc de l'hydrogène, et pouvoir en fait l'utiliser avec 0 pollution sur les trains. Et je trouve que c'est bien. Voilà, c'est un gentil coup de gueule sur la fréquentation, mais c'est très bien sur le projet. Alors c'est sûr que Alstom et Siemens font maintenant des trains à hydrogène, c'est l'avenir, ils arrivent en 2025 en France notamment, mais une chose importante, ça coûte peut-être cher la motrice au départ, mais quand on voit le coût d'électrification d'une ligne en mettant les caténaires, etc., ça coûte beaucoup plus cher. Philippe Bilger, c'est bien parce qu'en plus, a priori, on a trouvé de l'hydrogène en France dans les Pyrénées. Mais je trouve que c'est très bien, et ma connaissance de l'hydrogène n'ira pas plus loin. Oui. Non, mais je voudrais rebondir sur ce que notre auditeur vient de dire, parce que en région Nouvelle-Aquitaine, il y avait un projet qui est en cours de développement, qui est porté par le président de région, d'une ligne ferroviaire entre Pau et Canfranc, et qui coûtait la bagatelle de 300. Canfranc, on explique, c'est en Espagne, de l'autre côté du col du Somport, de mémoire. Et franchement, on est sur une ligne ferroviaire touristique qui sera structurellement déficitaire et qui coûte la bagatelle de 300 millions d'euros à la région Nouvelle-Aquitaine. Donc tout ça pour
dire que oui, je trouve que ce projet au moins a un peu plus de sens dans la mesure où effectivement il permet de l'innovation sur l'hydrogène, mais que quand on va reparler dans quelques instants de la note de la France et de la dépense publique, on a quand même des projets parfois pharaoniques portés par des régions sans trop de regard sur cette fameuse dépense publique. René Chiche. Non, mais excusez-moi, mais je suis un peu comme Philippe, je ne suis pas un grand spécialiste de ce sujet, donc je le dis franchement, donc je ne vais pas monter dans ce train du débat. Oh. Comme c'est bien dit. Bon, bah voilà, il nous a séché là du coup. Bon, Richard, allez, vous avez le droit de vous venger de René Chiche et de Philippe Bilger, dont j'ai trouvé les arguments vraiment gazeux dans le qui c'est qui l'a dit. Mais moi, je me suis humilié. Mais vous aimez d'habitude plutôt vous faire humilier. L'hydrogène est connu pour être explosif en fait, donc il ne faut pas l'accumuler. Mais là, sur un train qui circule à l'extérieur, il n'y a pas de risque. Et les Chinois développent l'hydrogène pour les véhicules, les bus, les voitures. Il y a même déjà des voitures, les Toyota Mirai en France, elles roulent à l'hydrogène. Ah oui. Et donc voilà, ça commence et je pense que il faut qu'on se mette à rouler vite pour rattraper le retard et ça c'est un investissement qui peut être rentable. Ouais. Vous avez donné l'inspiration à René Chiche. Non, mais je voulais juste remercier Richard pour ses informations, parce que franchement c'est un sujet que je ne maîtrise pas, je l'ai dit ouvertement, mais il nous a apporté des informations qui sont très intéressantes et vraiment bravo à lui en tous les cas, c'est vraiment intéressant. Bon, en tout cas Richard, vous restez avec nous pour le quiz de l'info tout à l'heure et dans quelques instants ce sera le réquisitoire du procureur et puis à 17h30 on reviendra sur ce que la France Bercy doit être d'ailleurs en ébullition ce soir. On attend le résultat des agences de notation Moody's et Fitch pour la note de la France. Restez avec nous. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Stéphanie Demuru. Retour. Oh là là, mais Pardon Stéphanie. Ils sont indisciplinés ce soir. Oui. Bon allez, retour. Non, mais ça fait plaisir. C'est la fin de la semaine, on décompresse, c'est bientôt. Ça vous fait plaisir quand vous dites ça vous fait plaisir. Exactement, ça me fait très plaisir. Je suis ravie de vous retrouver, René Chiche. Moi aussi, comment ça va? Très bien, très bien. Bah, écoutez, moi aussi, je suis ravi de vous voir. Bon, bah voilà. Bon, bah écoutez, voilà, c'est bon. Allez, dans quelques instants. Comme délai, ça va. Tous les ans. Bon. Ça évite l'overdose pour reprendre nos. Mais là, c'est moins sympa ça. Elle est gentille en fait 10 secondes, Stéphanie. C'était pour rester dans la thématique du jour. C'est à propos. Bon, dans quelques instants, le réquisitoire du procureur. Mais avant, Félix Mathieu, vous allez nous parler de quoi tout à l'heure? Les 3 mots, alors c'est quoi aujourd'hui? On va parler de ces étudiants mobilisés pour la Palestine qui occupent Sciences Po Paris, de la ministre de la Culture, Rachida Dati, qui accuse Libération d'être vendue à la maire de Paris, Anne Hidalgo, et puis de la France qui devrait pouvoir garder la Joconde, figurez-vous, même si le Conseil d'État a dû examiner la requête d'une association qui voulait qu'on la rende à on ne sait trop qui, peut-être aux descendants de Léonard de Vinci, un truc comme ça. En 3 mots, ça donne Sciences Po, manipulation et Joconde. Bon bah très bien, tout à l'heure. Et tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Elle a fait partie du cartel de Sarkozy, maintenant elle est dans le Macron Gang, selon l'humoriste Walidia sur Rachida Dati, à l'ouverture des Flammes 2024, c'était hier soir. Est-ce que c'est acceptable pour vous, Philippe Bilger? Oui, ce qui m'a intéressé, c'est d'abord le fait que, évidemment, à l'ouverture de cette Flamme 2024, qui, je crois, concerne les rappeurs, Walidia a eu cette phrase qui est pleine de sens, d'une certaine manière. Elle a fait partie du cartel de Sarkozy, maintenant elle est dans le Macron Gang. Ça n'est pas très élégant, c'est même assez vulgaire, mais je me suis posé la question de la part de cet humoriste qui a tout de même auparavant tenu des propos discutables. Il a par exemple indiqué qu'il rêvait de vivre comme un rentier juif. Il a indiqué également qu'il souhaitait être déterminé comme Adolphe dans les années 30. Donc il est venu parler de Rachida Dati de cette manière et je me suis dit au fond, est-ce que Rachida Dati, en ayant été quelques jours auparavant dans un concert de rap, en ayant vanté tel ou tel rappeur, en ayant eu une implication un petit peu vulgaire dans le festif d'aujourd'hui, est-ce qu'elle n'a pas appelé non plus ce type de réaction? Au fond, à partir du moment où un ministre s'abandonne à ce qui est une pratique peut-être décalée par rapport à ce qui est l'essentiel de son activité, il est presque obligatoirement condamné à en payer la rançon. C'est un point d'interrogation. René Chiche et Virginie Calmès, mais pas trop long. Je suis d'accord avec vous.
toute façon, en plus, Rachida Dati s'est fourvoyée dans 2 émissions de rap, effectivement, sur des radios avec des rappeurs. Et en fait, oui, elle s'est mis dans ce moule un peu de cette planète rap qui est parfois un peu limite, douteuse. Avec des... Oui, j'ai appris les propos que vous venez de citer. Je les connaissais pas non plus. Là, c'est vraiment incroyable. Je me demande si c'est pas sous le coup de la loi, d'ailleurs, peut-être. Hein, je sais pas. Parce que c'est limite. Et effectivement, elle veut se mettre au niveau de ces rappeurs. Et finalement, c'est un petit peu l'arroseuse arrosée, quoi. Donc moi, elle est d'un niveau, pour moi. De toute façon, j'ai toujours. Excusez-moi, je termine. Pardon. Excusez-moi, je vais laisser Virginie Calmels, qui est plus variété française que rap aux dernières nouvelles. Oui, et là encore plus parce que franchement, moi, je ne goûte pas cet humour. Non. Et je trouve que ça n'enorgueillit personne à chaque fois de vouloir cibler comme ça des personnalités politiques. Mais là où Philippe Bilger a raison, c'est qu'il ne faut pas non plus donner le flanc. Et là, à force de tomber dans la démagogie, parfois on a malheureusement le revers de la médaille. C'est fait. Allez, tout de suite les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots, Félix, qui sont Sciences Po, manipulation et Joconde. La mobilisation pour la Palestine se poursuit à Sciences Po Paris. Des étudiants occupent les locaux historiques de la prestigieuse école. La ministre de la Culture, Rachida Dati, accuse Libération d'être manipulée par sa rivale, la maire de Paris, Anne Hidalgo. Des attaques indignes, réagit le journal. Et puis la France doit-elle rendre la Joconde, comme le réclame une mystérieuse association? Quasi zéro chance d'aboutir, mais le Conseil d'État a quand même étudié la requête. Les vraies voix Sud Radio. Des kéfiers sur les têtes, des tentes plantées dans une cour des locaux historiques de Sciences Po Paris dans le 7e arrondissement de la capitale. Un peu à l'image de ce qui se passe dans de grandes universités américaines, la mobilisation des étudiants de Sciences Po Paris en faveur de Gaza s'est poursuivie aujourd'hui. Parce que la répression policière, parce que les interdictions constantes de manifestations. Le week-end dernier, il y a eu une manifestation contre le racisme, qui est quand même un mot d'ordre qui me paraît relativement consensuel, qui a été interdite par la préfecture. Alors l'interdiction a été levée ensuite, mais on n'est pas dans un climat qui facilite les manifestations. Donc on demande premièrement une grande assemblée entre l'administration, la direction, les doyens, les professeurs et les étudiants pour parler de ce qui se passe dans l'institution maintenant. Il y a beaucoup de problèmes, en particulier la question palestinienne. La deuxième, c'est de commencer un comité d'investigation des partenariats universitaires en Israël qui sont potentiellement impliqués dans un génocide en cours. On demande de produire un rapport et de couper les partenariats si elles sont évidemment complices de génocide. Des propos recueillis par Agnès Coudurier et Sami Karali de l'agence France Presse. À 18h10, nous serons en ligne avec une de ces étudiantes mobilisées à Sciences Po Paris. Et on passe au rolling IFOP fiducial. Félix, des Européennes pour Sud Radio, Le Figaro et LCI avec la liste PS, place publique, qui continue à monter. Plus 1 point en 24 heures. Désormais 14% pour la liste socialiste de Raphaël Glucksmann qui talonne désormais la liste Renaissance de Valérie Yayet qui a perdu 1 point à 16,5. Leurs courbes vont-elles se croiser? L'avenir le dira. En tout cas, 2,5 points d'écart désormais entre les deux. En première position, évidemment, le RN de Jordan Bardella, toujours largement en tête, 31,5. Le rolling des Européennes est actualisé quotidiennement à 17h sur sudradio.fr. Deuxième mot, manipulation. La ministre de la Culture, Rachida Dati, accuse Libération d'être téléguidée par l'entourage d'Anne Hidalgo. Oui, dans une enquête, le journal affirme que Rachida Dati aurait touché plus de 800 000 euros comme avocate d'Orange, tout en étant députée européenne entre 2010 et 2018. Or, c'est bien connu, vous savez, la meilleure défense, c'est l'attaque. Eh bien, Rachida Dati est donc passée à l'offensive ce matin chez nos confrères de RTL. Je vais vous dire, ce journal, contre lequel, ça fait déjà, nous en sommes à la 3e plainte, mais ça n'est pas très grave. Est-ce que ce journal qui est subventionné par la mairie de Paris, qui s'attaque à Rachida Dati, est-ce que c'est déontologique? Est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêts? Et donc, que la mairie de Paris se serve de ce journal, puisque le journaliste est un ami de Madame Hidalgo, pour pouvoir m'attaquer sur quelque chose de légal. Est-ce que c'est normal? Est-ce que je n'ai pas le droit de travailler? Est-ce que je n'ai pas le droit d'être avocate? Moi, je ne vis pas, contrairement à la maire de Paris, je ne vis pas sur l'argent public. Elle se paye ses vêtements, son coiffeur, ses voyages. Moi, je n'utilise pas les deniers publics. Accusation outrancière et infondée, réagit Libération. Des attaques de Rachida Dati indignes de ses fonctions de ministre de la Culture, ajoute le journal. Je trouve que là, c'est très difficile de réagir comme ça. L'enquête de Libération, je ne sais pas si elle est fondée uniquement sur la réalité. Elle apparaît gênante, tout de même quand on la lit dans le détail. Virginie Calmels.
Écoutez, moi je connais pas les dessous de l'affaire pour Orange. En revanche, je note que Rachida Dati a attaqué Jean-Dominique Sénard, le président de Renault, que je crois être un homme particulièrement honnête et respectable, qui incarne dans notre pays quelque chose auquel je suis extrêmement attachée, qui est le capitalisme responsable. Et je pense que ça pose quand même un problème de voir un ministre en exercice attaquer le président d'une société dont par ailleurs l'État est actionnaire sur une affaire où mais on a quand même le sentiment qu'elle n'est pas très favorable à la ministre de la Culture. Moi, je veux pas être très long, puisqu'évidemment, on n'a pas trop le temps. Non, mais d'abord, elle noie toujours le poisson, Rachida Dati. Lorsqu'elle dit qu'elle a le droit de travailler, même en étant députée, c'est pas ça le problème. Si elle a vraiment travaillé pour Orange, en étant députée européenne, je sais pas, moi, je crois qu'il y a visiblement peut-être un conflit d'intérêts. Je connais pas peut-être à fond le dossier. Mais en général, Libération, qu'on aime ou pas, fait souvent des enquêtes assez sérieuses. Et dernière chose, quand elle dit un journal subventionné par la ville de Paris, excusez-moi, un journal, je connais la presse écrite, c'est subventionné par peut-être l'État. Les aides à la presse. Et encore, nous, on n'a aucune aide. Mais parce qu'on n'en veut pas. Mais c'est l'État qui aide. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Oui, elle lance comme ça des mots, des slogans, pour un petit peu impressionner. Et en fait, c'est pour éviter de rentrer dans son débat à elle qui la concerne. Excusez-moi, j'en ai terminé. Allez, le troisième mot, Joconde. Félix, une association demande donc à la France de se séparer du précieux tableau de Léonard de Vinci. Oui, c'est plus rend l'argent, mais rend la Joconde. Cette mystérieuse association internationale restitution demande au Conseil d'État de déclarer, je cite, inexistante la décision par laquelle le roi François Ier s'était approprié le fameux portrait de Mona Lisa au XVIe siècle. L'association prétend agir pour le compte d'hypothétiques descendants héritiers du peintre. Une démarche qui a de quoi faire tiquer les juristes aussi bien que les historiens, puisque dans les faits, en 1516, Léonard de Vinci, tombé en disgrâce auprès des Médicis, était venu se réfugier sous la protection du roi de France. Il avait alors échangé quelques tableaux emmenés avec lui, dont la Joconde, en échange d'une pension assez confortable versée par la couronne de France. La Joconde est entrée au Louvre en 1797 et selon les précédentes jurisprudences du Conseil d'État, elle devrait débouter vraisemblablement l'association, puisque dans des cas comme ça, il estime que seuls ceux qui s'estiment propriétaires légitimes de l'œuvre peuvent présenter de telles requêtes. Donc en fait, si vous estimez être les propriétaires légitimes de la Joconde, on vous cherche encore. On attend d'ailleurs vos témoignages au 0826 300 300. Ça serait assez insolite. Merci Félix Mathieu et à tout à l'heure. Les agences de notation Moody's et Fitch doivent se prononcer donc ce soir sur la note de la dette souveraine de la France. Le verdict de l'agence Standard & Poor's est attendu le 31 mai, Philippe. Alors parlons vrai, vu l'état des comptes publics français, la dégradation est-elle inéluctable? Est-ce qu'on ne va pas payer 50 ans de laxisme budgétaire? Si les taux d'intérêt augmentent en cas de dégradation, craignez-vous une hausse des impôts? Et à cette question, craignez-vous une dégradation de la note de la France? Vous dites oui à 77%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Éric Delannoy, économiste, président fondateur de Tenzing Conseil, sera avec nous. Il est déjà avec nous d'ailleurs. Bonjour Éric Delannoy, très rapidement, avant de vous retrouver plus longuement. Comment vous le sentez pour ce soir? Je sens une légère dégradation, mais qui sera symbolique. Très bien, on verra. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Stéphanie Demuru. Retour sur les vraies voix du vendredi, joyeuse, enthousiaste et indisciplinée ce soir. Enfin là, ça va mieux, ça s'est un petit peu calmé. On va débattre et parler chiffres, économie. Tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Les agents de notation font leur travail. Moi, je fais mon travail de ministre de Finances qui consiste à rétablir les comptes publics. Notre stratégie de finances publiques, elle n'est pas indexée sur ce qui va se passer cet après-midi et sur telle ou telle notation. S'il y a une dégradation vraisemblable ou raisonnable compte tenu du contexte, en fait, c'est déjà intégré dans les cours et finalement, les marchés réagissent très peu. Parce qu'un pays qui est trop endetté, un pays qui a trop de déficit, c'est un pays qui, à terme, augmente les impôts, casse la croissance, réduit ses services publics. Je crois que personne ne veut ça pour la France. On sent un peu de fébrilité chez les politiques et notamment du côté de Bercy, puisque les agences de notation Moody's et Fitch doivent rendre leur décision sur l'avenir de la France, la dette souveraine de la France. Ce sera ce soir, Philippe. Oui, alors parlons vrai, vu l'état des comptes publics, la dégradation est-elle inéluctable? Est-ce qu'on paye 50 années de cigales quand d'autres ont fait les fourmis? Et si les taux d'intérêt augmentent, croyez-vous qu'une hausse des impôts sera inéluctable? Et à cette question, craignez-vous une dégradation de la note de la France? Vous dites oui à 77%. Vous voulez réagir?
le 0826 300 300 ou Aude attend vos appels. Et on est avec Éric Delannoy, économiste donc et président fondateur de Tenzing Conseil, qui prévoyait tout à l'heure une très légère dégradation. Philippe Bilger, vous êtes relativement optimiste aussi? Même si la dégradation est symbolique, comme l'a dit notre invité, elle aura tout de même un poids politique. Je suis frappé en entendant les déclarations de certains ministres de voir à quel point ils cherchent par avance à dédramatiser ce qui peut survenir ce soir. Et il y a quelque chose d'intéressant dans notre démocratie, même quand on n'est pas un spécialiste de la chose financière, et je n'ai jamais prétendu l'être, eh bien, on est obligé en tant que citoyen, de la même manière qu'hier on a dû s'intéresser à la santé, l'état déplorable des finances publiques fait qu'aujourd'hui, même le citoyen de base dans ce domaine est amené à s'interroger et à attendre avec une sorte de curiosité ce qui va être décidé par les deux agences de notation ce soir. On a le sentiment que la France ne va pas bien sur ce plan-là, et au fond, la réponse des auditeurs de Sud Radio confirme ce point de vue pessimiste. René Chiche ou Virginie Calves? Moi? Ok. Bon, bah c'est sûr qu'il y aura une dégradation ce soir. Elle sera peut-être limitée, mais bon, vu le déficit, la baisse de la croissance, etc., le plan d'économie qui a été annoncé, c'est sûr que les agences vont à mon avis, vont dégrader. Bon, elle va être minime, donc ça va rien entraîner. Parce que d'ailleurs, c'est pas la première fois qu'il y a des dégradations comme ça pour la France. Souvenez-vous, même en 2012-2013, il y avait aussi une dégradation. Je parle pas celle la plus récente, mais la première, c'était sous Sarkozy de mémoire. Ouais, exactement. Mais ensuite, il y en a eu une en 2012-2013. Ça n'a pas du tout entraîné une crise majeure en France. Hein. Faut pas. Mais moi, au-delà de ça, parce que la dégradation. Moi, je me pose aussi une question, c'est sur ces fameuses agences. Si je peux me permettre, c'est dans le débat, mais je fais un petit dérivé vers ces agences qui sont quand même des agences privées américaines. Non, Fitch est française. Non, Fitch n'est plus française. Elle n'est plus française. Non, c'est de la charia. Elle était française au départ. Ça a été vendu à un groupe américain, Hearst Corporation. Absolument. Voilà, absolument. Donc, vous voyez, ce sont donc des agences américaines, privées, qui sont considérées un peu comme maintenant les livres saints de l'économie. C'est-à-dire que les États attendent après ces notations de manière dramatique ou pas dramatique. Pourquoi, comment est-ce possible qu'il n'y ait pas... Je sais qu'il y a une agence européenne qui existe depuis novembre, qui s'appelle Score Rating, qui vient d'être avalée. Mais déjà, on peut se demander pourquoi ces agences ont pris une telle importance pour les gouvernements. Parce que souvent, même si elles dégradent, finalement, il n'y a pas vraiment de graves conséquences. J'en parlerai après. Virginie Calves. Franchement, contrairement à ce que vient de dire René Chiche, je crois que le sujet, c'est pas le thermomètre, les agences. Le sujet, c'est le fond. Quand vous avez 110% du PIB en dette, quand vous avez un déficit à 5,5% du PIB, quand vous avez en fait un gouvernement qui a tout lâché, mais en matière de dépenses publiques, que Standard & Poor's, Fitch ou Moody's abaisse la note. Moi, je vais vous dire, j'y aspire. Non pas parce que je suis quelqu'un qui souhaite du mal à la France, bien au contraire. Je pense qu'en plus, les impacts seront très faibles, comme René vient de le dire. C'est-à-dire que globalement, on le sait, le spread va pas, ça va pas créer un écart monstrueux avec l'Allemagne. Le spread, c'est l'écart de taux d'intérêt entre l'Allemagne et la France. Et on parle de 5 points. Enfin, notre spécialiste le dira mieux que moi. Donc, l'impact va pas sans doute être colossal, mais en revanche, il est clair qu'on doit absolument montrer que stop, c'est pas possible de continuer à gérer l'État, la dépense publique, comme on vient de le faire. Alors, Philippe le disait tout à l'heure, depuis des décennies. Mais quand même, les 7 dernières années, moi, quand j'entends aujourd'hui Bruno Le Maire nous dire qu'il veut restaurer les comptes publics, c'est quand même extraordinaire, alors que ça fait 7 ans qu'il s'évertue tous, alors peut-être pas Bruno Le Maire lui-même, mais collectivement au sein de ce gouvernement. Ça a commencé avec le quoi qu'il en coûte. J'ai fait partie de ceux qui pensaient qu'il fallait avoir une approche qui tienne compte évidemment de la santé, mais également de l'impact économique. Et à cette époque-là, on a fait n'importe quoi. On a distribué de l'argent public, en veux-tu, en voilà, y compris à des gens qui n'en avaient pas besoin. On a compensé parfois un chiffre d'affaires au lieu de compenser en résultat net. Bref, on a lâché totalement la notion de gestion et de dépenses publiques. Et aujourd'hui, on a l'air
surpris de constater qu'on est à un niveau d'endettement qui est abyssal. Donc moi, je crois que ce serait un bon signal pour que tout le monde se réveille et se dise que c'est plus possible et qu'à un moment donné, mais ce serait quand même bien qu'on ait des gens qui soient aussi capables d'être des gestionnaires. Parce que moi, j'en ai marre qu'on nous explique que la dépense publique, ce serait, on pourrait pas faire autrement. Si on peut faire autrement, on peut gérer différemment l'argent public. Éric Delannoy, il y a un vrai débat sur les conséquences d'une éventuelle dégradation, mais dans le fond, est-ce grave? Parce que si je ne me trompe pas, on passerait d'un 18 sur 20 à un 17 à peu près. Oui, voilà. La manière dont parle le débat est un symptôme de ce qui va se passer. C'est-à-dire que les conséquences sont bien plus dans le commentaire politique que dans les réalités économiques elles-mêmes. Le commentaire politique, c'est le jeu politique que de conduire à une surréaction, de désigner comme étant un élève qui a une moins bonne note qu'elle n'avait avant. Donc ça, c'est normal que toutes les oppositions s'emparent de ce sujet-là. Rappelons quand même, pour reclasser le sujet, c'est que on a évoqué tout à l'heure qu'il y avait eu des baisses de notation. Ces baisses de notation, elles sont pas arrivées qu'en 2012 ou en 2010 ou en 2011. Elles sont arrivées en 2011, elles sont arrivées en 2013, elles sont arrivées en 2014, elles sont arrivées en 2017. Ça n'a rien changé dans nos capacités d'emprunt sur le marché. Premier élément. Deuxième élément, la plus grande importance qu'il y a dans les notations sur les agences de notation et dans leur notation, c'est quand on change de catégorie, non pas quand on change de note. Changer de catégorie, ça veut dire qu'on passe de A à B, par exemple. Passer de A à B, ça veut dire que votre qualité de dette, elle devient franchement moins bonne. Alors que là, on va passer de A à A-, c'est un peu plus sophistiqué que ça, mais on est vraiment sur de la sous-catégorie. En revanche, le seul moment où ça aurait pu être grave, c'était en 2011, où les deux agences nous ont changé de catégorie. On avait une dette qui était irréprochable, on est devenu sur une dette qui était un peu moins irréprochable. On est passé sur cette baisse de notation-là à une époque où le déficit public était bien plus important que celui d'aujourd'hui. Donc, quand on parle d'impécuniosité ou de difficulté sur la gestion des dépenses publiques, je suis d'accord que ça fait 40 ans que ça dure, et les recettes que l'on met en place, qui est la réflexion sur les dépenses ou la réflexion sur les recettes, c'est la même mécanique qu'on met en place depuis 40 ans, et depuis 40 ans, ça ne change rien. Mais Éric Delannoy, une question avant de partir au 0826 300 300, parce que le sujet fait beaucoup réagir. La dette, on parle de 3000 et quelques milliards, mais c'est faux, parce que dedans, on ne compte pas les engagements sur les retraites des fonctionnaires. Oui. On est plus près de 6000 milliards que de 3000. Oui, mais c'est pas très grave, parce que c'est pas très grave. Déjà, on n'est pas sur des têtes abyssales. Il faut faire attention aux mots qu'on utilise. Alors après, il y a des intentions politiques derrière les mots qu'on utilise. La dette n'est pas abyssale, ce n'est pas la dette la plus importante d'Europe. Faut prendre en compte, et je sais ce qu'on va me répondre sur le Japon qui vit avec une dette 2 fois plus importante que la France en termes de ratio sur le PIB depuis 20 ans, et ils ne sont pas en faillite. Faut relativiser tout ça. Mais bien sûr, ça n'a rien à voir. Je savais qu'on dirait ça parce que c'est une dette qui est détenue par les pays. Il n'empêche non, ça change pas tout. Il ne faut pas se focaliser sur ces sujets-là. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas bien gérer. Mais quand on parle de gérer les dépenses publiques, ce qu'on ne fait pas depuis 40 ans, pas depuis 2017, mais depuis 40 ans, effectivement, depuis 74 où on a le premier déficit budgétaire. Ce qu'il faut déjà, c'est s'interroger sur c'est quoi une dépense. On ne sait même pas identifier, on ne s'interroge même pas sur la différence entre une dépense et un investissement. On ne s'interroge même pas sur l'évaluation des dépenses publiques qui sont faites. Ça, c'est un vrai problème qui est récurrent depuis au moins 20 ans. On dépense et on ne sait pas comment on dépense. On dépense et on ne sait pas ce que... Rappelez-vous, on demande une baisse des fonctionnaires, on demande une dépense des dépenses publiques, sauf que jusqu'à il y a très peu de temps, on considérait l'enseignement comme étant une dépense et non pas comme un investissement. Donc tant qu'on ne sera pas sur comment on catégorise les dépenses pour savoir ce qui est de l'ordre de l'investissement versus ce qui est de l'ordre des dépenses, on sera toujours dans cette gabegie insupportable où on fait très vite pour essayer de donner des gages alors qu'on devrait aller en profondeur. Éric Delannoy, le sujet fait beaucoup réagir au 0826 300 300. Oui, on est avec Richard qui nous appelle donc de Toulouse. Richard, vous vouliez réagir? Oui, en fait, je comprends pas trop cette espèce d'optimisme. Je pense qu'il y a eu un petit lapsus à un moment où on a parlé de déficit commercial. C'est ça la clé. En fait, pourquoi on est endetté? C'est parce qu'en fait, on a maintenu un train de vie sur le dos de l'État parce qu'on a une balance commerciale négative. Avant, on était à 60 milliards. On a passé des années, des décennies, à peu près à 50-60 milliards de déficit commercial. On était à 50-60 milliards d'endettement. C'est-à-dire, on compensait l'argent qui sortait de la France. On n'avait pas 50 milliards d'endettement. Et maintenant, on est passé à 150 milliards par an. C'est catastrophique. 150 milliards par an d'argent qui sort de la France. Donc là, et il s'est compensé pour maintenir la richesse des Français, entre guillemets,
c'est compensé par l'endettement des générations à venir. Donc je pense que c'est ça le problème, et c'est gravissime. Alors, Éric Delannoy pour répondre à Richard de Toulouse. C'est une remarque qui est très intéressante. Effectivement, le déficit commercial est un vrai problème et traduit effectivement une évasion de la richesse de la France, c'est vrai, qui est uniquement dû à un processus de désindustrialisation que nous vivons depuis les années 70, qui fait qu'on a exporté les biens qu'on achetait. Donc, exporté. On a importé les biens qu'on fabriquait. La production des biens qu'on importe. Voilà. Donc on ne produit plus rien en fait. Enfin, on est passé de 20% du PIB d'industrie à moins de 12%. On est à 9. On est à 11 effectivement, et on est en train de remonter un petit peu, mais ça prendra beaucoup de temps. En revanche, ce qui est intéressant, c'est la notion de c'est dramatique et le train de vie, etc., etc. Mais il faut quand même savoir que à la fois on se plaint d'avoir un train de vie trop important, mais regardez ce qui s'est passé sur la réforme des retraites. Où va l'argent des dépenses publiques ? 60%, 70% des dépenses publiques vont aux retraites, à la santé gratuite qu'il y a en France et à la solidarité, qui fait qu'on a le nombre de pauvres le moins important en Europe. Est-ce qu'on veut renoncer à la retraite ? Non, on n'a pas voulu travailler plus et on a une réforme de retraite qui a été cataclysmique. Est-ce qu'on veut une santé qui ne soit moins gratuite ? Non, on veut pas donner on veut pas payer la santé. Le reste à charge en France, il est quasiment nul. Et en tout cas, 3 fois moins important que le reste à charge de la santé pour tous les pays européens. C'est ça le train de vie qu'on donne aux Français. On les a habitués à faire en sorte qu'effectivement, quasiment tout est gratuit. Ben oui. Maintenant, quand on veut revenir là-dessus, on va dire à la fois, on veut pas qu'on s'endette, mais on veut continuer à avoir tout gratuit. Ça va pas être possible, en fait. Philippe, Bilger, pardon, Virginie. Très vite, Virginie. Est-ce que votre relatif optimisme ne vient pas du fait, est-ce que vous n'êtes pas loin de considérer qu'au fond, la France a fait, selon la distinction que vous proposiez, plus des dépenses d'investissement que de dépenses inutiles? Alors, c'est aussi une très bonne remarque. Moi, je pense que là où je suis moins optimiste, c'est la manière dont réagissent les Français dans une réforme comme celle des retraites, par exemple. Enfin, je veux dire, c'est objectivement, nous sommes tirés une balle dans le pied en termes budgétaires en ne faisant pas une réforme des retraites plus ambitieuse que celle-là. C'est extrêmement clair et nous le paierons. En revanche, moi, je suis très fier d'être dans un pays où il y a le moins de pauvres que dans l'ensemble des pays européens. C'est extrêmement clair. Je suis très fier dans un pays où, même s'il y a des énormes problèmes d'hospitalier, de santé, on a quand même une des meilleures santé d'Europe. Enfin, je veux dire, être optimiste en permanence, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de médias qui véhiculent être pessimiste en permanence, c'est encore un lapsus, parce que moi, effectivement, en tant que chef d'entreprise, je le suis, optimiste. Mais je suis obligé de l'être, sinon je ferme boutique. Hein. Mais être pessimiste en permanence, comme le véhiculent beaucoup de médias, ça nous conduit nulle part, quoi. La France est un pays qui est une grande nation européenne. Nous sommes un des fondateurs de la communauté, de l'Union européenne. Nous avons un patrimoine qui est extrêmement important. Et quand on dit qu'on surendette ou qu'on endette les générations futures, c'est pas vrai. Ce qu'on appelle la maturité de la dette française, les 3 000 milliards, elle est de 8 ans. 8 ans en moyenne, c'est-à-dire en moyenne, la dette, si on décidait de tout rembourser, on mettrait 8 ans, mais simplement, on la renouvelle chaque année. Alors, Éric Delannoy, on fait réagir très brièvement René Chiche, oui, parce que regardez la pendule, et Virginie Calbels, très court. Bah non, si c'est très court, ça va être difficile, parce qu'en fait, moi, non, parce que on sait, bon, faites la synthèse. En gros, la France a de mauvais résultats. Déficit, 3 000 milliards, etc. Est-ce que vous pensez... moi, je pense que finalement, les pays qui prêtent à la France se disent que comme on sait que la France et les Français ont 6 000 milliards d'épargne, voilà. On a non mais justement, du patrimoine qui vont continuer à nous prêter. Voilà, donc finalement, ce sont peut-être les Français qui, en cas de vrai problème de remboursement de cette dette, voilà. Donc je sais pas si M. Delannoy peut réagir ou ça, Virginie. J'avoue que je suis pas du tout d'accord avec M. Delannoy sur l'idée que oui, c'est vrai qu'on a la santé gratuite, c'est de moins en moins le cas, pardon de le dire, mais aujourd'hui dans notre pays, on a une santé notamment les lunettes et les dents. Puis à plusieurs niveaux, vous avez des endroits où vous mettez 1 mois ou 2 pour avoir un scanner, dans d'autres endroits c'est beaucoup plus rapide, il faut avoir des réseaux. C'est pas vrai aujourd'hui que notre système n'a pas été vraiment durablement abîmé par une gestion, mais très administrée. On a beaucoup trop d'administratifs à l'hôpital, et on le sait, et l'éducation nationale, là aussi on peut se flatter d'avoir l'école gratuite, mais dès que les gens le peuvent, ils mettent leurs enfants dans le privé parce qu'ils considèrent que le système est meilleur. Donc moi, l'idée qu'on n'a pas grand chose à faire parce que finalement c'est pas si grave, moi je crois que fondamentalement on a une très mauvaise utilisation de l'argent public, et on n'a pas des services publics à la hauteur des montants investis, et donc on a un très mauvais rapport entre le coût et l'efficacité. Si vous voulez le mot de la fin, mais 30 secondes. Malheureusement, on arrive vite
sur la fin. Ah non, mais enfin, moi j'ai pas dit qu'il fallait rien faire. Au contraire, enfin, il y a énormément de choses à faire. Je suis d'accord pour dire que l'éducation nationale est en peine, enfin, etc., etc. Il n'empêche que il faut pas non plus crier au loup. Cette dégradation, c'est un symbole parce que ça veut dire qu'on est effectivement sur une mauvaise pente. Mais comme chaque fois, à la manière dont on prend le problème aujourd'hui, à savoir comment on peut renier des dépenses, c'est-à-dire faire des coups de rabot partout, ou comment on peut augmenter les recettes, c'est-à-dire se réinterroger sur les impôts dans un pays hyper fiscalisé, c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Il faut faire en sorte d'aller sur le fond, sur des réformes, d'ailleurs qui étaient dans le programme d'Emmanuel Macron et qui n'ont pas été faites jusqu'au bout, et qui font qu'on doit considérer les investissements pour l'avenir, et on s'endette pour l'avenir, et ça c'est normal. Merci Éric Delannoy, et puis on se retrouve dans quelques instants pour le quiz de l'actu. Richard, vous restez avec nous? Non, c'est Éric. Ah non, pardon, avec nous pour le quiz de l'actu. Il n'a pas pu réagir, mais donc il a droit à son qui c'est qui l'a dit, c'est normal. Vide, Stéphanie Demuru. Et retour sur l'antenne de Sud Radio avec les vraies voix et René et Virginie qui continuent à débattre tranquillement entre. Non mais c'est vraiment, on aime bien vous voir heureux tous les deux, c'est bien. Là, ça y est, vous partez quand? On est heureux, mais pas ensemble. Écoutez, ça ne nous regarde pas, comme disait Thierry Roland. Allez, bon. Vous êtes prêts pour le quiz de l'actu? Avec bien Richard. Et avec Richard. Alors oui, Richard, toutes mes excuses. Alors Richard. Richard répond en premier. Si vous n'avez pas, vous dites langue au chat. Et c'est parti pour les vraies voix qui s'emplâtreront, comme on dit au rugby. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. J'attaque la première question. Bien sûr, allez, 2 points. Question 2 points. Quand elle n'est pas commerciale, je suis pour. Sur la GPA, bien sûr, pardon. Quand elle n'est pas commerciale, je suis pour. Monsieur Attal? Non. Non. C'est un tête de liste aux européennes. Allez-y, bonne réponse. J'ai dit avant. Elle l'a dit un tout petit peu avant. J'ai dit avant. Raphaël Glucksmann. Et puis une voix féminine, on fait la différence. Hein. Oui, j'ai dit avant. Qui c'est qui l'a dit à 1 point, Richard, sur le couvre-feu des mineurs? Ils doivent être chez eux. Richard. Facile. Ouais. C'est ça du Darmanin. Voilà, Darmanin. Bravo. Je le savais. Bravo. C'est dit de manière assez simpliste quand même. Oh là là, question suivante. Allez, 1 point. Beaucoup de capitales européennes achètent des armes à Washington car elles promettent de les protéger avec un non-dit, celui de leur parapluie nucléaire. Savoir. Richard. Là, je sais pas. Le Cornu. Bonne réponse de René Chiche, Sébastien. Le Cornu. De taper sur le studio. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure de la. Qui c'est qui l'a dit? Attention, celui-là vaut 3 points. C'est la première fois où nous avons une élection où se joue l'avenir de l'Europe. Oula, c'est Macron ça? Non. Allez-y, les vraies voix. J'aurais dit Macron. C'est pas Macron, non. Donc. Chenu. Non. C'est pas. Non, c'est une ministre. Une ministre. Catherine Vautrin. Bonne réponse, Catherine Vautrin. 3 points. Non, c'était pas évident. Allez, question 3 Qui points. c'est qui l'a dit encore? À 3 points, c'est à vous. Allez, Jordan Bardella est obsédé par 2027. Richard. Je crois savoir. La gauchère. Non. Oui. Jean-Noël Barrot. Bonne réponse de René Mais il Chiche. n'était pas évident celui-là. Le ministre des... pour ça qu'elle fait 3 points. C'est qui l'a dit à 1 point sur Aya Nakamura? A-t-elle sa place au JO? Pourquoi elle n'aurait pas sa place? La réponse est dans la question. A-t-elle sa place en France? C'est une grande artiste, elle a sa place. Richard. Donc ça, c'est quelqu'un qui s'est positionné... C'est pas M. Mélenchon? Non. Il a été un peu plus rapide ce coup-là. Allez aussi. Question. On était à égalité là. Là c'est 5-5. Ils sont à 5-5. Ils sont à 5-5. Richard à 1, Philippe Bilger, Fanny. Bon allez. Allez-y. Question à 2 points. Oula. Les Républicains, c'est un peu retenez-moi ou je fais un malheur. Ils menacent toujours, puis à la fin ils rangent souvent à la niche. C'est Richard. pas sympa ça. Je crois savoir. C'est pas la niche. Chenu. Non. J'allais dire. Il a pas répondu. Ah non, donc là, il n'y a pas de points. Il faut lui enlever des points. Mais je n'ai pas mis de points, permettez. Il est en train de réfléchir. Non, excusez-moi, il faut lui enlever des points. Mais non, mais je vais pas. Non, on n'enlève pas de points. Mais c'était bien Sébastien Chenu. C'était bien Sébastien Chenu. Richard est gentil. Est-ce que Richard savait? Est-ce que Richard savait? S'il savait, il faut rendre les points. Mais s'il savait pas. Mais je vous ai pas fondé alors. Question suivante. Moi j'ai entendu. Mais laissez répondre Richard. C'est pas possible. Des points pour
pour personne. Voilà. Allez. 3 points. Attention, ça va peut-être vous départager. On peut développer l'industrie et préserver la planète. Richard. Ah, Roland Lescure. Bonne réponse de Richard, qui marque 3 points. Tiens, allez, une dernière. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Eh bien, écoutez, match nul entre Virginie et René Chiche. Yes. Richard a 4 points. Et Philippe Bilger était déjà en week-end anticipé. Allez, restez avec nous. Merci Richard. À vous, Richard. Merci. Bravo quand même merci pour la vos dose points. De bonne humeur. Merci à vous. Merci à vous. Restez avec nous dans quelques instants. On marque une petite pause et on revient avec le coup de gueule de Philippe David et le tour de l'actu des... Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Stéphanie Demuru. Et retour tout de suite dans les vraies voix avec Félix Mathieu. Tout de suite. Vous avez la parole, on va partir à Sciences Po, figurez-vous, Sciences Po Paris, où des étudiants mobilisés pour la Palestine occupent les locaux de la prestigieuse école avec même des sit-ins cet après-midi et des tensions dans la rue. En prévision des week-ends à rallonge de mai, peut-être avez-vous investi dans un guide touristique pour agrémenter votre séjour afin de ne rien rater en termes de bonne table ou de petits coins méconnus mais qui méritent le coup d'œil. Peut-être avez-vous acheté le Petit Futé Venise pour un week-end en amoureux, dans celui de la Route des Vins pour les épicuriens ou pour ceux qui ont des ambitions libertines dans le spécial Cap d'Agde, n'est-ce pas Philippe Bilger? Il y a aussi, et c'est nettement moins sympa, la nouvelle version du guide du manifestant arrêté qui vient de sortir, la première étant sortie en 2005, la dernière datant de 2019, une édition 2024 qui a bien grossi par rapport à la précédente puisqu'elle fait désormais 82 pages contre une vingtaine pour la dernière. Un guide qui explique comment s'y prendre face aux forces de l'ordre lors d'un contrôle, une arrestation, les infractions qu'on peut vous reprocher, le passage en comparution immédiate et le fichage. Rien à redire sur la nouvelle édition de ce livre, sauf qu'il est écrit, comme les précédents, par les membres d'un syndicat de magistrats, le syndicat de la magistrature, ce qui pose un peu problème puisque le même syndicat n'avait pas hésité il y a quelque temps à représenter les membres des forces de l'ordre sous des traits de porc dans un autre livre intitulé « Vos papiers, que faire face à la police » et d'afficher des photos de membres de familles de victimes de crimes dans le tristement célèbre mur des cons. On peut donc imaginer la teneur de cette nouvelle version pour nos forces de l'ordre et supposer que le lectorat ira des zadistes au Black Bloc. Philippe Bilger. Vous avez totalement raison, mais ça n'est pas d'aujourd'hui que je dénonce le fait que le syndicat de la magistrature ne sert pas la justice, mais s'en sert. Et en réalité, vous donnez encore un parfait exemple de cette dérive. Virginie Calmels, dans le micro. 100% d'accord avec vous deux, mes chers Philippe. René Chiche. Ah oui, j'approuve votre formidable chronique. C'était rapide, ça. C'était rapide. Écoutez, mais c'est vrai, c'était très bien. Allez, tout de suite, vous avez la parole avec vous, Félix Mathieu. Oui, direction Sciences Po Paris. Sciences Po Paris, occupé par des étudiants mobilisés pour la Palestine et pour Gaza. Certains ont même dormi dans les locaux historiques du 7e arrondissement de la capitale. Mobilisation aussi dans la rue avec un sit-in et tout à l'heure un face-à-face tendu avec des manifestants pro-israéliens. Ce soir, le préfet de police, Laurent Nunez, demande aux forces de l'ordre de faire évacuer la voie publique. Et nous sommes en ligne pour en parler avec l'une de ces manifestantes mobilisées, Zoé, étudiante à Sciences Po et militante LFI. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans les vraies voix sur Sud Radio. La mobilisation et les tensions sont montées d'un cran ce soir ? Oui, la mobilisation est montée d'un cran et on est très contents. Enfin, disons que la mobilisation ne faiblit pas. Et nous, on se réjouit en fait de voir que toutes les universités et Sciences Po en premier restent mobilisées et que la jeunesse se mobilise sur la question très importante de ce qui se passe à Gaza. Et donc, tant qu'il y aura un génocide en cours, on ne se taira pas et on continuera la mobilisation pacifique comme elle l'est à Sciences Po depuis des mois et depuis des jours. Vous êtes toujours dans les locaux de l'école à l'heure qu'il est ? Non, on n'est pas dans les locaux, on est devant pour un rassemblement en soutien aux étudiants mobilisés et réprimés par la police durant les blocages. Et pourquoi cette situation à Gaza trouve un écho particulier à Sciences Po ? Je ne sais pas si elle trouve un écho particulier à Sciences Po, mais en tout cas elle trouve un écho particulier dans la jeunesse de façon générale. Je pense parce que toute personne attachée aux droits humains en fait sera le premier à défendre, à se battre contre ce qui se passe actuellement à Gaza et contre la politique génocidaire qui est menée. Donc moi je trouve ça très bien que la jeunesse se mobilise. Elle le fait pas à Sciences Po, elle le fait aussi dans la rue et partout ailleurs. Donc effectivement on est très content que ça ait pris à Sciences Po et on encourage à ce que
à ce que ça se propage partout dans la société. Comme c'est déjà le cas par ailleurs, on a un très fort soutien sur cette question-là et on n'est pas seul et on le sait. Vous qui êtes militante de la France Insoumise, est-ce que vous avez entendu ces propos de Raphaël Glucksmann, tête de liste PS, qui estime que la direction de Sciences Po pourrait en gros légitimement faire évacuer les locaux? C'est d'ailleurs à l'instant l'ordre d'évacuation par le préfet à l'instant. Hein. Oui, nous on trouve ça très choquant qu'un responsable politique de gauche tienne ses propos et on trouve que c'est pas du tout à la hauteur du moment politique où il y a une politique de plus en plus répressive en fait qui s'abat sur toutes les personnes mobilisées, sur toutes les voix qui s'élèvent pour la paix, que ce soit les étudiants mais aussi des personnalités politiques, des candidats même pour les élections, des syndicalistes, des étudiants engagés partout. Donc non, on n'est pas en accord avec ces propos et on pense que c'est très grave en fait que les forces policières aient l'autorisation de rentrer dans l'enceinte même d'une école, d'une université. Pour nous, c'est un symbole très fort qui va dans le mauvais sens. Zoé, si je peux me permettre, est-ce que vous n'avez pas l'impression de globaliser un peu abusivement en parlant de la jeunesse? Deuxième élément, est-ce que vous trouvez que votre soutien exclusif à la cause palestinienne avec l'appellation de génocide relève d'une réflexion politique équilibrée? Et est-ce que vous pensez réellement que ça honore Sciences Po que d'y mettre de tels débats? Oui, je pense que ça honore Sciences Po et je vous arrête tout de suite. On n'a pas un soutien exclusif à ce qui se passe à Gaza. En fait, nous, on défend les droits humains et le droit international à toutes les échelles, partout dans le monde et à chaque conflit. Et notre voix s'élève pour porter cette voix de la paix partout dans le monde. Donc on ne fait pas du tout de ce qui se passe à Gaza un étendard. Par contre, il est vrai que oui, il y a une politique génocidaire qui est menée actuellement dans la bande de Gaza et que ça, on le dénonce. Vous savez ce qu'est un génocide? Oui, vous on sait qu'il y a un génocide. Apparemment, oui, vous ne le savez pas. Et c'est d'ailleurs rappelé la Cour de justice internationale et l'ONU par ailleurs. Donc peut-être référez-vous à ce qui a été dit. Excusez-moi Zoé, vous soutenez donc visiblement la cause palestinienne et ce qui se passe à Gaza. Oui. Vous savez qu'à Gaza, vous n'auriez même pas le droit de dire le moindre mot contre le gouvernement du Hamas, que vous seriez aussitôt... Non mais attendez, excusez-moi. C'est une raison pour ne pas défendre les droits humains. Non mais là vous manifestez uniquement pour la cause palestinienne, enfin la cause palestinienne, visiblement, d'ailleurs on comprend pas, vous manifestez pourquoi? Pour le Hamas ou pour la cause palestinienne? Non, monsieur, en plus, vous parlez des droits humains. Il n'y a que des gens qui ont des drapeaux palestiniens. Il n'y a que des gens qui ont des drapeaux palestiniens. Je ne vous ai pas entendu lorsque les femmes en Iran, visiblement, ça vous a pas intéressé, ont été les jeunes femmes comme vous. Et vous n'avez pas non plus, vous n'êtes pas intervenu par rapport à la condamnation à mort du jeune rappeur iranien. Je vous ai pas entendu. Monsieur, si on défend la voie de la paix et des droits humains partout dans le monde, donc je pense que non, vous noyez le poisson. Là, vous êtes uniquement à Sciences Po. Vous êtes uniquement à Sciences Po pour manifester contre le gouvernement israélien de Netanyahou. Vous avez le droit. Comme a dit Philippe Bilger, vous utilisez le mot génocide à tout va. Oui. C'est une honte. C'est une absence de connaissances historiques. Référez-vous à l'ONU et à la Cour de justice internationale. Oui, vous répétez ce que vous ont dit les experts en communication de LFI, mais vous n'êtes pas du tout convaincante. Et moi, j'ai une autre image de Sciences Po que celle que vous prenez actuellement. On est très fiers de le dénoncer. Virginie Calmels. Oui, moi je voudrais simplement interpeller Zoé sur son avenir, parce que comme beaucoup d'étudiants, elle va sortir diplômée d'une école qui était encore il y a peu très respectable. Et ce qui est en train de se passer à Sciences Po est un véritable naufrage. Ça veut dire que les étudiants sont en train de se tirer une balle dans le pied, parce que bientôt être diplômé de Sciences Po, ce ne sera non seulement plus un gage de qualité, mais ce sera montré du doigt comme finalement un laisser-aller inquiétant et même, c'est un naufrage déroutant sur le fait de pouvoir carrément empêcher, et on le voit en ce moment, il a fallu que le préfet se charge d'instruire le déblocage de l'école. Ce n'est pas du dialogue apaisé, ce n'est pas du débat intelligent, c'est de la prise de position politique de l'extrême gauche, et je trouve que c'est un naufrage pour cet établissement. Et Zoé, j'ai une question aussi pour vous et on vous laissera le mot de la fin. Vous êtes de 50 à 70 étudiants sur les centaines de Sciences Po en France. Vous n'avez pas le sentiment aujourd'hui de prendre en otage, dans la continuité de ce que vient de dire Virginie Calmels, les autres étudiants de Sciences Po qui vont être forcément également étiquetés puisque votre mouvement fait beaucoup de bruit? Non madame, je vais vous répondre point par point. Déjà, je vous remercie de vous inquiéter pour mon avenir, mais je pense au contraire que Sciences Po s'honore dans le mouvement actuel de mobilisation des étudiants.
qui n'est d'ailleurs pas une simple minorité, mais on est bel et bien des centaines aujourd'hui à être mobilisés devant. Je ne sais pas si vous avez vu des images, c'est massif. Et il y a un soutien très très fort à ce qu'on est en train de faire, et notamment depuis que les CRS ont pénétré dans l'enceinte de l'université, l'ensemble de la communauté étudiante a trouvé ça très choquant. Donc par ailleurs, Sciences Po et les étudiants se sont toujours mobilisés en fait pour défendre diverses causes sur la paix et sur les droits humains, et je pense qu'elle le continue, elle le fait je vous ai pas entendu lorsque des homosexuels à Gaza sont pendus, sont égorgés par le gouvernement du Hamas. Là, il n'y avait pas de manifestation à Sciences Po pour se soulever contre ces horreurs. Alors pourquoi monsieur, on dénonce ceux qui bafouent les droits humains partout dans le monde, et je serai la première à me lever. Tout le monde sait que vous mentez. Tout le monde sait que vous mentez là. Non, monsieur, vous mentez. Mais non, prouvez-vous. Est-ce que vous insinuez que la France insoumise serait homophobe? Est-ce que pour vous, le fait que des homosexuels soient tués justifie qu'on tue 30 000 Palestiniens? Mais vous noyez le poisson, je vous parle pas de ça. Vous n'avez jamais réagi sur aucun autre événement qui a eu lieu à Gaza ou en Iran ou dans d'autres pays arabes. Vous n'avez jamais dit le mot, alors que tous les pays arabes, la plupart, sont des dictatures qui humilient, qui tuent les homosexuels, les femmes, etc. Mais vous entendez très bien, excusez-moi. Merci Zoé en tout cas d'avoir voilà, c'était le jeu du débat, vous avez compris que tout le monde n'était pas d'accord, en tout cas merci à vous d'avoir témoigné. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des vraies voix. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Il était une fois un prince et sa bien-aimée en quête d'une idée. Retour de les vraies voix, des vraies voix. Écoutez ça. Il en a causé bon la France. Voilà, il en a causé bon la France. Allez, retour avec le tour de table de l'actu des vraies voix. Voilà. Ça y est. De les vraies voix. Tour à tour. On pourrait faire des choses. On discute jamais business à table. Je crois qu'on avait le tour du sujet. Il me demande mon avis sur l'actualité. Je lui donne. Le tour de table de l'actualité. Et Philippe Bilger voulait parler du procureur de Mont-de-Marsan sur Kenji Girac. Oui, alors le procureur de Mont-de-Marsan est je pense, un magistrat très estimable, mais autant le parquet a le droit de faire des communiqués, mais autant tous les professionnels de justice ne maîtrisent pas à la perfection l'art du communiqué, qui doit donner des choses importantes, indiscutables, factuelles, éventuellement procédurales, mais qui ne doit pas faire de ce communiqué un catalogue de choses personnelles, intimes, qui ne sont pas nécessaires à la compréhension de ce dont il a la charge. Et je trouve que ce procureur, peut-être parce que c'est à Mont-de-Marsan et qu'il y a une sorte de, comment dirais-je, de curiosité un peu, ou de voyeurisme médiatique et judiciaire, on a un peu trop fait, et je comprends les reproches de Kenji Girac. Girac. Vous avez dit Girac. Et de ses proches, qui justement considèrent que dans la mesure où le couple est resté toujours discret, il aurait fallu que le procureur respectât un peu cette discrétion. Un imparfait du subjonctif au milieu. Magnifique. Vous relevez le niveau, mon cher Philippe Bilger. Vous relevez, c'est... Virginie Calmel, vous n'êtes pas obligé de caler un imparfait du subjonctif au milieu de la phrase. Mais pourquoi pas? Si. En tout cas, je suis en ligne avec ce que vient de dire Philippe Bilger. Dans cette affaire, c'est vrai que, bon, je le connais pas personnellement, mais il est plutôt attachant, ce garçon, et donc ça joue plutôt favorablement, là aussi, dans l'appréciation qu'on peut en avoir. Donc c'est vrai que le déballage, entre guillemets, de certains éléments de sa vie privée peut choquer davantage que pour d'autres qui exposent largement leur vie. Néanmoins, on l'a déjà dit tout à l'heure, il y a quand même un sujet, et la consommation de stupéfiants, me semble-t-il, devrait être prohibée, y compris pour les plus... Oui, enfin, comme vous le savez, dans ce pays, on n'attaque pas les consommateurs, on attaque ceux qui dealent. Et moi, je pense qu'on a un sujet sur les consommateurs. René. Oui, j'avais anticipé le tour de table de Philippe tout à l'heure, parce que moi, effectivement, franchement, j'étais choqué par cette intervention du procureur. On avait l'impression d'avoir un chroniqueur people. Oui. Non mais sérieux, d'ailleurs c'est même Vianney qui a envoyé un tweet de soutien à Girac, disant que c'était franchement, c'est pas du niveau d'un procureur de déballer autant de choses, mais dans les moindres détails. Mais qu'est-ce qu'il lui a pris? Ah oui, alors vraiment, moi je comprends pas. C'était de la vanité, là, c'était son heure de gloire.
Je ne trouve pas ça scandaleux. Tout de même, il ne faut pas exagérer. Il a le droit de faire, le parquet a le droit de faire des communiqués. Oui. Alors, d'accord, encore entre le communiqué et voici... Encore une fois, il a considéré à tort qu'il a rajouté, un certain nombre de données factuelles intimes, mais il a commis des erreurs. Non, mais parce que c'est difficile à faire. Oh non, c'est pas difficile. Mais si, c'est très difficile. Non, mais arrêtez, René, vous n'êtes plus avec Zoé. Non, mais attendez. Il doit dire l'essentiel. Mais justement. Mais c'est pas si facile. J'attends. Vous feriez des communiqués du parquet. Franchement, c'est la première. Excusez-moi, je termine là-dessus. Non, je dis que c'est facile parce que c'est la première fois qu'on voit un procureur qui donne autant de détails sur la. Franchement, écoutez, j'étais choqué. Pourtant, c'est pas. D'habitude, je suis pas tellement choqué par les interventions des procureurs. Alors là, je suis pas le seul. Non, mais sérieusement, c'est vrai, je suis pas le seul. Mais on peut très bien faire un communiqué où on expose les faits, on tient compte d'une situation, sans rentrer dans ces détails. Qui en plus, franchement, non, je suis pas d'accord avec vous. Mais c'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. Vous êtes d'accord. Il aurait dû dire. On est d'accord. Vous n'avez pas vraiment dit ça, je suis désolé. Est-ce qu'il a goûté? Non, vous n'avez pas vraiment dit ça. Je suis désolé. Même ne me prenez pas des mots. Excusez-moi. Maintenant que Philippe Bilger a parlé de Kenji Chirac, la semaine prochaine, vous nous parlerez des Ken Giscard d'Estaing. C'est vraiment parfait. Mais je n'ai jamais connu René Chiche dans cette excitation. Non, mais si vous me connaissez quand même. Ah non, mais c'est vendredi. Je pourrais comprendre que c'est vendredi. Il y a Virginie. Je pourrais comprendre qu'une sorte de voisinage vous stimule. Virginie, on vous retrouve tout à l'heure. Vous allez nous parler de quoi? Parce que un petit teasing. Moi, je vais vous parler du congé menstruel. Écoutez, ça va pas les calmer, ça. Eh bien, écoutez, on se retrouve tout de suite. Philippe David, Stéphanie Demuru. Allez, retour sur les vraies voix avec la suite du tour de table de l'actu des vraies voix et notre chère Virginie Kelmels qui nous parle de congé menstruel. Oui, alors écoutez, une fois n'est pas coutume, en tant que femme, je vais pouvoir me permettre d'aborder un sujet que ces messieurs ne pourront aborder, qui est celui du congé menstruel, parce que je trouve que ce pays marche définitivement sur la tête. On est en train d'imaginer qu'il va falloir, en fait, par tous les moyens, travailler moins. C'est visiblement le nouveau truc à la mode. C'est comment on va travailler moins. Alors à la SNCF, on renégocie encore pour finalement revenir sur les accords qui sont très récents. Pire, on a des préavis de grève dans tous les sens. Et maintenant, on a ce projet de loi sur le congé menstruel. Alors, je suis femme, j'ai eu 2 enfants, je sais ce que c'est. Il y a un moment donné, objectivement, ça devient indécent. Alors évidemment, je vais me mettre toutes les féministes de ce pays à dos, mais la protection de la femme, chère, nous partageons cela. C'est pas de vouloir des passe-droits ridicules sur des sujets qui frôlent l'indécence, parce que franchement, ça aussi parler de ça. Maintenant, c'est devenu le nouveau sujet, comme si il était de bon ton de parler de ces petits problèmes personnels. Moi, je reste convaincue que on fait fausse route en la matière. Quand on regarde et quand on se compare, nous, on est un des pays qui travaillons le moins. Vous regardez la Corée du Sud, là, Samsung parle de faire travailler ses salariés 6 jours, payer 5, les cadres. Donc on voit que nous, on est exactement à l'inverse, en voulant toujours travailler moins. Et je pense que malheureusement, tout cela n'est que de la démagogie qui va à l'encontre des enjeux économiques de notre pays. Philippe Bilger. Je suis absolument d'accord avec ce que vient de dire. Non, mais absolument. Ce que vient de dire Virginie, et dans la mesure où ça ne me concerne pas directement en même temps, je trouve que notre pays cherche désespérément tous les moyens de ne pas travailler autant que les autres. Et vous avez totalement raison, Virginie. René Chiche. Écoutez, alors j'allais dire bravo Virginie, parce que je l'approuve totalement encore ce que vous venez de dire. Non, mais c'est vrai. Puis des fois, on se dit que les féministes, j'ai rien contre les féministes, mais essayent de trouver des débats, des thèmes, des combats qui n'ont pas lieu d'être. Donc ça, je suis d'accord avec ce que je viens de dire. Après, il n'y a pas que les féministes, c'est un mouvement qui vient aussi d'une certaine jeunesse, qui a plus envie forcément de se plier à toutes les règles auxquelles nous, peut-être on a pu se plier dans notre entreprise. Qu'il faille revoir les modalités de travail, c'est une évidence. On voit bien, depuis le Covid a fortiori, le télétravail, etc. Le rapport au travail a considérablement changé. Ça, c'est une évidence. Pour autant, il y a quand même un moment donné
années où il faut être face à nos responsabilités et la compétitivité de la France va pas bien se porter avec ce type de mesures. René Chiche, votre tour de table, c'est sur le changement de nom. Tout à fait. Alors je vais être très rapide, si j'ai bien compris. Non, j'ai pas compris. Non, ça va. Alors imaginons Les Vraies Voix, présentées par Philippe Lecon et Stéphanie Pissotière, avec comme invité, comme éminent chroniqueur, Philippe Torchecu, Virginie Bonichon et pour terminer en beauté, René Grosqueux. Mais alors, non, je vais vous dire pourquoi. Tout ça, ce sont des vrais noms. Ce sont des vrais noms. Vous êtes attribué le meilleur. Oui. Quand même. Non, bah, écoutez, non, je sais pas. J'ai trouvé ces noms. Parce qu'il est plausible. Non, mais vous voyez, j'ai commencé un peu dans l'humour, dans la drôlerie, parce que franchement, tous ces vrais noms sont véridiques. Ces vrais noms sont véridiques et ça m'a interpellé parce que depuis 2 jours, ça y est, on parle beaucoup de ces Français qui changent de nom, puisqu'il y a eu cette année. Excusez-moi, Virginie Bonichon, Virginie Calmels, pardon, et donc de son vrai nom, Virginie Calmels. Et donc il y a à peu près 150 000 Français qui ont changé de nom. Surtout des femmes d'ailleurs en plus, surtout des femmes durant cette dernière année. Et cette démarche de changement de nom a été rendue extrêmement rapide grâce au député qu'on connaît un peu ici, je crois Patrick Vignal, le député de l'Hérault. Grâce à lui, il y a une loi exactement très sympathique qui a fait une loi il y a 2 ans, parce qu'avant il fallait à peu près 10 ans pour changer de nom. C'était incroyable. Et alors par contre ce qui n'a pas changé, c'est qu'on doit toujours avoir le nom de sa mère, le nom de famille de sa mère. Voilà. Donc maintenant beaucoup de femmes ont beaucoup plus de facilité pour changer de nom, et souvent maintenant, pour revenir à un sujet un peu plus grave, et je termine visiblement, souvent les femmes changent de nom pour des questions de violence, d'inceste, d'abandon, ou vous voyez, de relations horribles avec leur père. Et donc voilà, je voulais quand même saluer cette loi qui prouve que parfois les démarches administratives en France peuvent être complètement raccourcies, ce qui est bien. Philippe Chiche, c'est un faux nom. Voilà. Non, pardon, j'avais juste une petite anecdote, si je peux pas, en 2 secondes. C'est que j'ai un ami d'enfance, c'est vrai, ça c'est véridique, donc qui s'appelle Jérôme Labruti. Son père c'est François Labruti, donc il s'est dit un jour je voudrais changer de nom. Et là je vous assure que c'est vrai, sa mère s'appelle Colette Saucisson, c'est son vrai nom de famille. Donc le problème c'est dit bon, Labruti ou Saucisson, je vais pas changer de nom, Joseph Labruti. Donc c'est important quand on connaît. Excusez-moi, mais moi je trouve ça lunaire. La chronique de notre ami René Chiche aujourd'hui est fantastique. Ah oui, mais c'est pas c'est vrai, je plaisante pas. Mais c'est un sujet sérieux, absolument, traité avec beaucoup d'humour comme à l'habitude. Mais moi vous savez, je suis une libérale et je trouve ça bien qu'on puisse laisser, et il y a des lois qui ont été modifiées pour que les enfants puissent aussi choisir s'ils gardent le nom de leur père, de leur mère, ou accoler les deux. Et je pense que ça va dans le bon sens, a fortiori dans un pays qui a autant de familles recomposées. Il y avait eu un cas où le nom patronymique avait été changé à toute vitesse, c'était en 1945 quand l'Alsace, Moselle sont redevenues françaises. Il y avait un Alsacien qui s'appelait Hitler et comme le nom était devenu infamant, on lui avait changé son patronyme, je crois, dans un temps record, en une semaine ou en un mois. Absolument. Bon, restez avec nous dans quelques instants. On va parler de ce discours sur l'Europe hier à la Sorbonne d'Emmanuel Macron qui a évoqué, vous le savez, la défense européenne. Il s'est dit prêt à étudier la pertinence d'un bouclier du ciel européen, Philippe. Oui, alors parlons vrai. Est-ce que vous pensez qu'il faut un bouclier antimissile européen? Est-il souhaitable que la France partage sa force de dissuasion? Peut-on faire une défense européenne sans État européen? Et à cette question, croyez-vous en une défense européenne? Vous dites non à 96%. Et notre invité est général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, auteur du livre Ce qui nous attend aux éditions Robert Laffont. Dominique Trinquant, bonjour. Bonjour. Première petite question avant d'entamer le débat. Est-ce que les propositions d'Emmanuel Macron en matière de défense européenne, est-ce qu'elles vous ont semblé claires hier lors de son discours ? Oui, elles m'ont semblé claires d'abord et ensuite convenir parfaitement à la situation actuelle qui nécessite des évolutions dans ce domaine-là. Bon, vous allez nous éclairer. Alors, moi, tout n'a pas été clair pour moi. On en parle dans quelques instants. Retour sur les vraies voix avec nos vraies voix Philippe Bilger, René Chiche, Virginie Calmels. Et tout de suite, c'est le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Alors, tout doit être fait pour protéger l'Europe. La question est comment Emmanuel Macron s'est dit prêt à étudier la pertinence d'un bouclier antimissile européen que l'Allemagne appelle de ses voeux, mais il plaide surtout pour une réflexion stratégique en Europe qui intègre aussi la dissuasion militaire. Nucléaire. Alors, faut-il que la France partage la souveraineté sur sa force de dissuasion? Est-ce que vous croyez en un bouclier antimissile européen? Peut-on faire une défense européenne sans un État européen, donc sans une Europe fédérale? Et à cette question, croyez-vous en
en une défense européenne. Vous dites non à 96%. Vous voulez réagir? Une des bombes atomiques des vraies voix. Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invité, le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, auteur du livre Ce qui nous attend aux éditions Robert Laffont. Dominique Trinquant, vous donc... un discours qui vous a semblé adapté et totalement clair. On va rentrer dans le détail dans quelques instants, vous disiez. Oui, bien sûr, il faut se placer dans la perspective géostratégique qui est la nôtre actuellement, c'est-à-dire un changement majeur dans lequel l'Europe est au bord d'un affrontement et dans lequel elle doit se prémunir à la fois en étant dissuasive, en étant forte et donc en renforçant sa capacité et ne plus dépendre tous les 4 ans du vote de 200 000 électeurs américains qui font que les États-Unis sont la garantie de la sécurité par le biais de l'OTAN. Mais surtout si Donald Trump repasse au pouvoir, on imagine. Philippe Bilger. Mon général, si vous me le permettez, j'aimerais, avant une intervention qui serait forcément moins érudite que la vôtre dans le domaine militaire, vous poser cette question. Est-ce qu'au fond, le discours du président de la République n'a pas été fondé d'abord sur une dramatisation dont on peut comprendre l'obligation, et deuxièmement, est-ce que ce concept de l'Europe puissance qu'il a développé est directement relié aux événements que l'Europe connaît, mais est-ce que vous pensez qu'elle est appelée à avoir véritablement un grand avenir opératoire? Oui, alors je pense qu'elle a un grand avenir opératoire, tout simplement parce que on se rend compte, on s'en est rendu compte déjà, sans parler de la guerre actuelle, lors de la crise du Covid, où d'un seul coup on s'est aperçu qu'on n'était pas alimenté comme il fallait, qu'on devait se réunir tous ensemble, alors que je rappelle que le domaine de la santé n'était pas un domaine de l'Union européenne. Eh bien, en marchant, l'Union européenne a inventé. Et elle a inventé des capacités qui ont été absolument remarquables. Donc je pense qu'il y a un contexte stratégique aujourd'hui qui marque la fin de... On a un problème de liaison avec le général Trinquant, on le rappelle immédiatement. René Chiche. Non, alors moi, en attendant que le général revienne, moi je n'ai pas vraiment compris l'intervention du président Macron, parce que en parlant de défense européenne, d'abord il faut quand même savoir il existe ce qu'on appelle un fonds de défense européen, il me semble qu'il est doté de plusieurs milliards, qui réunit tous les pays d'Europe. Et ce fonds européen de défense intervient dans différents domaines, les équipements, l'infrastructure, la recherche, etc. Donc ça existe déjà aussi. Il y a aussi ce qu'on appelle, je crois, ce que me disait ce matin un ami journaliste, la boussole stratégique, qui est une sorte de livre blanc des États européens en matière de défense, pour être amené éventuellement à défendre l'Europe en cas d'attaque ou d'agression. Donc j'ai pas bien compris. Et puis en plus, il n'a pas vraiment non plus parlé, si j'ai bien compris, d'une armée européenne. Parce que visiblement, aucun pays n'est d'accord pour constituer une véritable armée européenne sous la houlette d'un général qui dirigerait l'armée. On a retrouvé le général Trinquant. Excusez-moi. Mon général, une question. On parlait d'une armée européenne, mais s'il y a une défense européenne, il y a une armée européenne, qui serait le patron? Bien sûr que non. Mais non, bien sûr que non. Écoutez, aujourd'hui, l'Europe est défendue essentiellement par une coalition qui s'appelle l'OTAN. L'OTAN est constituée d'armées nationales. Donc, il y a rien de nouveau sous le soleil. Et tous les gens qui vous parlent d'armée européenne, c'est un épouvantail pour faire peur à tout le monde. Ça n'existe pas, une armée européenne. C'est une organisation dans laquelle il y a des armées nationales qui sont placées temporairement sous le commandement d'un général qui est désigné. Pendant la Première Guerre mondiale, je rappelle que c'était le maréchal Foch qui commandait les armées occidentales. Ça a été le premier commandant en chef. Donc voilà, et pendant la Seconde Guerre mondiale, ça a été un général américain. Aujourd'hui, dans l'OTAN, c'est un général américain. Eh bien, en Europe, il s'agit d'ordonner les choses à partir d'armées nationales. Donc ne parlons pas d'armée européenne, parlons d'une défense de l'Europe par les Européens.
Virginie Calmels. Oui, pour revenir sur cette Europe de la défense, il y a un sujet majeur qui est la politique industrielle de défense. Donc on voit qu'il y a une volonté de développer des investissements et des achats conjoints. Ça, je pense que ça va dans le bon sens avec cet objectif de 40% qui serait réalisé au sein même de l'Union européenne. Mais j'ai une question générale, c'est sur le financement. Parce que si j'écoute Thierry Breton, il avait appelé de ses voeux un budget de l'ordre de 100 milliards sur la période 2025-2027 pour le programme européen d'investissement dans la défense, qui aujourd'hui est à 1,5 milliard d'euros. Donc est-ce qu'on n'a pas derrière la volonté, le discours affiché et cette vision d'une création d'Europe de la défense, est-ce qu'on n'a pas un déficit évident de son financement et du coup une limite de facto de son rayonnement? Oui, non mais vous avez raison, mais on est en pleine révolution. Il y a 5 ans, vous ne pouviez pas parler d'Europe de la défense et de défense de l'Europe. Ça n'était pas possible. Et dans le domaine de l'armement, c'était encore moins possible. Et on a développé des outils comme la Facilité européenne de paix qui a permis de financer pour l'Ukraine, le Fonds européen de défense qui permet de faciliter l'innovation. Donc tous ces outils sont en train d'être inventés aujourd'hui. On est obligé de les inventer parce que la situation d'aujourd'hui ne correspond pas à la situation d'hier. Donc il faut cesser de regarder dans le rétroviseur et regarder vers l'avant. Général, alors moi j'avais une interrogation quand je disais que les choses n'étaient pas claires. Il a été question de ce bouclier antimissile commun de dissuasion nucléaire. Est-ce que ça veut dire partager notre bombe nucléaire française et est-ce qu'on a intérêt à le faire ? Alors, deux choses. Le bouclier antimissile, comme vous le savez, il y en a un américain aujourd'hui. Et le président de la République a dit qu'il fallait étudier la possibilité d'en avoir un européen. Parce que pour l'instant, il y a 2 projets. Il y a un projet allemand et un projet français. Donc, il s'agit de réfléchir ensemble et de construire ça. Oui, mais les Français ne sont pas d'accord pour une raison simple. C'est le deuxième sujet. C'est la dissuasion nucléaire. Nous sommes les seuls en Europe à avoir la dissuasion nucléaire. Alors, il ne s'agit pas de partager. Parce que la dissuasion nucléaire tient pourquoi ? Parce que nous avons, en France, la chance d'avoir cette arme avec un décideur qui peut l'utiliser. Et ça, c'est dissuasif. Donc, il ne s'agit pas de se réunir à 27 autour d'une table pour savoir si on va utiliser l'arme nucléaire. Avec le vote à la majorité qualifiée, ce serait vraiment très pratique pour réagir. Donc, il s'agit simplement d'étendre la capacité, la dissuasion nucléaire à, comme vous le savez, la dissuasion nucléaire s'adresse aux intérêts vitaux de la France. Est-ce que les intérêts vitaux de la France s'arrêtent sur le Rhin ou vont plus loin? C'est ça le vrai sujet. Et c'est ça qu'il faut partager avec les pays européens. Je rappelle qu'aujourd'hui, ils sont protégés par l'armement américain, dont le décideur est à Washington, très loin de ce qui peut se passer en Europe. Donc la question c'est, souhaitez-vous aujourd'hui que la dissuasion nucléaire puisse contribuer à votre protection? Et il faut en parler. C'est certainement un sujet difficile à résoudre, mais qui doit se résoudre comme ça. Mais mon général, la force de dissuasion, ça coûte énormément d'argent, notamment les SNLE. Dans ces cas-là, il faudrait demander aux autres Européens de mettre la main à la poche. Pour, par exemple, on avait 6 SNLE, on est passé à 4, pour revenir par exemple à 6, mais payé par les autres Européens? Non, mais ne mettez pas la charrue avant les bœufs, s'il vous plaît. Commençons par parler de est-ce que la dissuasion nucléaire française va couvrir l'Europe? Si c'est oui, quelles sont les conséquences? Comment faisons-nous? Quel argent mettons dedans? Qui partage les frais? Vous voyez, question de souveraineté aussi. Mais général, est-ce que vous pensez, si éventuellement Donald Trump est réélu ou est élu en novembre prochain, est-ce que vous pensez qu'il pourrait vraiment concrétiser sa promesse d'éventuellement se retirer de l'OTAN, ou bien est-ce qu'on se fait peur avec cette fausse promesse de Donald Trump? Alors, d'abord, M. Trump est capable de dire tout et son contraire en 24 heures. Donc, je ne sais pas ce qu'il pourra dire quand il sera élu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous aurez noté le langage utilisé par le chef de la Chambre du Congrès, qui est un républicain très proche de M. Trump, lorsqu'il a justifié l'argent qu'il allait donner pour l'Ukraine, enfin qui allait être voté pour l'Ukraine. Il a parlé du leadership américain. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui parle à l'oreille de M. Trump. Donc, je ne sais pas ce que décidera M. Trump. Peut-être joue-t-on à se faire peur, mais en tout cas, il faut se préparer à la pire des solutions. C'est une
si on veut la paix, on prépare la guerre. On prépare toujours la pire des solutions et on ne dit jamais ça n'arrivera jamais. Jamais n'existe pas. René, oui, non, juste une petite question encore, j'en parlais tout à l'heure. Ce fameux fonds de défense européen, concrètement, c'est pour les gens qui ne connaissent pas ce que c'est. Vous pouvez l'expliquer concrètement, parce que moi j'ai une petite hésitation là-dessus. C'est quelque chose qui permet de rechercher, de faire de la recherche, pardon, excusez-moi, en matière d'armement, d'avoir des équipements nouveaux. C'est quoi exactement ce fameux fonds de défense européen ? Le Fonds européen de défense est un levier qui effectivement permet de faire de l'innovation. Mais pour faire de l'innovation, il a 3 conditions qui me paraissent très intéressantes. Il demande que ce soit 3 sociétés venant de 3 pays européens différents. Et ceci est un levier extraordinaire pour rapprocher les industries de défense européennes qui ont besoin de le faire parce qu'aujourd'hui, elles sont en trop grand nombre sur des trop petits matériels. Donc il faut changer d'échelle et arriver à produire plus de matériel pour un plus grand nombre de pays avec un moins grand nombre de sociétés. Et il y a actuellement des coordinations qui se font, voire des fusions. Et c'est très bénéfique pour l'ensemble de l'industrie européenne. Virginie Calmels. Oui, Général, à quelques semaines des élections européennes, on voit bien que le débat est prégnant sur la défense de la souveraineté française. Et je pense que beaucoup de Français sont inquiets, en fait, quand ils entendent le discours d'Emmanuel Macron sur une Europe de la défense, se disant que finalement on transférerait au niveau européen la défense, alors même qu'aujourd'hui l'Europe est très décriée, notamment de par sa suradministration et son côté très technocratique et parfois éloigné peut-être des préoccupations des individus. Quels sont les arguments que vous mettriez en avant, outre évidemment le sujet du financement et de ce qu'on a évoqué tout à l'heure, notamment les investissements achats conjoints, enfin le fait d'être plus fort à plusieurs que seul. Quels sont les arguments que vous mettriez en avant pour ne pas traduire ça par un abandon de notre souveraineté en matière de défense ? Alors le premier point que je mettrai en avant est que la France n'est plus en capacité, compte tenu de l'état du monde aujourd'hui, de se défendre seule. Elle est capable de monter des opérations comme elle l'a fait en Afrique, qui se terminent comme elles se terminent. Elle est capable de faire des coups, j'allais dire. Mais la défense globale, aujourd'hui, regardez-la, elle est au sein de l'OTAN. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que l'OTAN va survivre longtemps ? Donc préparons-nous à la disparition ou la diminution ou l'incapacité de l'OTAN. Et surtout, renforçons ce pilier européen au sein de l'OTAN. Deuxièmement, il n'y a absolument aucun abandon de souveraineté. Je vais vous donner un exemple simple. Le porte-avions Charles de Gaulle, qui est actuellement dans une opération de l'OTAN, est passé sous contrôle opérationnel de l'OTAN. Alors j'ai entendu plein de voix disant c'est une catastrophe, on abandonne notre autorité, etc. Absolument pas. Ce porte-avions, pour des raisons opérationnelles, est dans un circuit de commandement de l'OTAN, mais la France a toujours la main sur le commandement et à tout moment peut le retirer. Donc si vous voulez, on n'est plus capable de s'adresser à une menace majeure. Et quand tu parles de menace majeure, il ne s'agit pas simplement d'obus, il s'agit de cybersécurité, il s'agit de communication, il s'agit d'espace, il s'agit bien sûr de nucléaire. Donc on n'est plus capable de faire ça tout seul, donc on doit se coordonner ensemble, mais c'est pas pour autant qu'on abandonne notre souveraineté. Je le répétais, c'est pas une armée européenne, ce sont des armées nationales qui sont coordonnées. Et ça fait quand même quelques siècles, j'allais dire, que ça se passe. C'est pas une nouveauté. Merci beaucoup, merci, Général Trinquant. Merci d'avoir été avec nous. Merci aux vraies voix, Philippe Bilger, René Chiche, Virginie Calmels. Et merci pour cette semaine, Philippe. Merci pour cette semaine. Ça a été un plaisir de vous avoir en notre compagnie. Stéphanie de Buru, ça a été un plaisir de vous avoir. Dès lundi, on revient, toujours au même horaire, 17h, 20h. Cécile sera de retour. On l'embrasse également. On vous embrasse. Merci d'avoir été avec nous. Ça a été un plaisir. Et tout de suite, merci René Chiche, Virginie Calmels. On va parler rugby. Et c'est parti pour le rugby.